la salle de réception était bondée d'une centaine de visages familiers lorsque ma femme s'est levée, a tapoté sa coupe de champagne et a annoncé qu'elle divorçait de moi, là, le jour de mon 42e anniversaire, devant tous les membres de la famille, amis et collègues que nous connaissions. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Je m'appelle Nathan Lacroix. J'ai 42 ans. Et jusqu'à ce samedi soir de fin septembre, je pensais avoir tout compris. J'étais marié à Jessica depuis 16 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour une école d'art quand j'avais 26 ans et elle 23. Elle étudiait le graphisme et je gravissais les échelons dans le développement immobilier commercial. À l'époque, elle avait cette énergie en elle, comme si elle pouvait illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard, avons acheté une petite maison à Saint-Maur-des-Fossés et avons passé la décennie et demie suivante à construire ce que je pensais être une vie solide ensemble. Je travaillais comme chef de projet senior chez Groupe Immobilier Emery, coordonnant des projets de construction dans 3 régions. C'était un travail exigeant, de longues heures, des déplacements constants, mais ça payait bien, vraiment bien. Jessica avait arrêté de travailler environ 5 ans après notre mariage, disant qu'elle voulait se concentrer sur la construction de notre foyer, peut-être fonder une famille un jour. Nous n'avons jamais eu d'enfants, et avec le recul, je réalise que cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. La famille de Jessica était différente de la mienne. Là d'où je venais, d'une classe ouvrière, des gens qui gagnaient tout ce qu'ils avaient, sa famille avait de l'argent, de la vieille fortune du côté de son père. Richard Brunet possédait une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe à travers le Grand Ouest. Sa femme, Viviane, venait d'une riche famille de banquiers et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Leur fille cadette, la sœur de Jessica, Ambre, avait 32 ans et travaillait comme directrice marketing chez l'un des concessionnaires de Richard, bien que tout le monde sût que c'était un titre sans réelle responsabilité. Pendant des années, j'avais ressenti le jugement de la famille de Jessica. La façon dont Richard posait des questions pointues sur mon salaire, ma trajectoire de carrière, si je subvenais adéquatement aux besoins de sa fille. La façon dont Viviane faisait des commentaires sur la maison dans laquelle nous vivions, la comparant au domaine que possédaient les enfants de ses amis. La façon dont Ambre levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais de travail, comme si la gestion de chantier était indigne de leur attention. Mais Jessica m'avait toujours défendu. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle me disait de les ignorer, qu'ils étaient juste vieux jeux, que ce qui comptait c'était notre relation. Je l'ai cru parce que je le voulais. Parce que quand vous êtes marié depuis 16 ans, vous arrêtez de remettre en question les fondations sur lesquelles vous vous tenez. 3 semaines avant mon anniversaire, Jessica a suggéré que nous fassions quelque chose de spécial cette année. Nathan, chérie, avait-elle dit au petit déjeuner un mardi matin. Je sais que tu préfères généralement les anniversaires calmes, mais je pensais que nous pourrions faire quelque chose de plus grand cette année. 42 ans, c'est presque la mi-quarantaine. On devrait fêter ça correctement. J'avais levé les yeux de mon ordinateur portable où j'examinais les plans d'un complexe médical à Lyon. Qu'est-ce que tu avais en tête? Un dîner? Rien de fou, juste la famille et les amis proches. Peut-être 50 ou 60 personnes. On pourrait louer la salle de banquet de l'hôtel des Rives de Marne. Faire ça bien. L'hôtel des Rives de Marne était l'endroit où nous nous étions mariés. La suggestion semblait sentimentale, romantique même. J'ai souri et accepté sans y réfléchir à 2 fois. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un épisode. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées sur ce qui se passe. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir ces histoires. Maintenant, continuons. Jessica s'est occupée de toute l'organisation. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit une surprise. Elle voulait m'enlever la pression puisque je jonglais avec 3 projets majeurs au travail. Je lui ai donné ma carte de crédit et lui ai dit de rendre ça spécial. Fais ce que tu veux, chérie. C'est ton spectacle. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai remarqué qu'elle passait beaucoup de temps au téléphone, ayant des conversations à voix basse qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle me repoussait avec des explications sur la coordination avec le traiteur, la confirmation de la liste des invités, la gestion avec le responsable de l'événement de l'hôtel. Toutes des explications raisonnables pour quelqu'un qui planifie une grande fête. Le jeudi précédant mon anniversaire, je suis rentré d'une inspection de site à Orléans pour trouver Jessica et Ambre assises à notre table de salle à manger,
entourées de papiers et d'ordinateurs portables. Elles ont toutes les deux levé les yeux quand je suis entré et quelque chose est passé entre elles. Un regard que je ne pouvais pas tout à fait décoder. « Nathan, tu es rentré tôt », a dit Jessica, rassemblant rapidement certains des papiers. La circulation était plus fluide que prévu sur la dit, ai-je répondu en posant ma mallette. Sur quoi travaillez-vous toutes les deux? Juste des détails de dernière minute pour la fête, a dit Ambre, fermant son ordinateur portable d'un clic sec. Jessica est tellement perfectionniste avec tout ça. Je me suis approché et j'ai embrassé la joue de Jessica. Tu n'as pas besoin de stresser autant. Tout ce que tu as prévu sera parfait. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je veux que tout soit exactement comme il faut. Tu le mérites. Avec le recul, je peux voir les signes avant-coureurs que j'ai manqués. La façon dont Jessica avait commencé à dormir dans la chambre d'amis 3 nuits par semaine, prétendant que mes ronflements l'empêchaient de dormir. La façon dont elle était devenue de plus en plus critique sur tout ce que je faisais, de la façon dont je remplissais le lave-vaisselle à la façon dont je parlais à ses parents. La façon dont elle avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée, cessé de montrer de l'intérêt pour mon travail, cessé de me toucher à moins qu'il n'y ait une raison spécifique. Mais quand vous êtes au milieu de tout ça, quand vous avez construit 16 ans d'histoire avec quelqu'un, vous rationalisez. Vous vous dites que c'est le stress. Que c'est temporaire. Que c'est juste une mauvaise passe que tous les mariages traversent. Vous ne voyez pas la falaise avant d'être déjà en train de tomber. Le samedi est arrivé avec un temps d'automne parfait. Un air frais, un ciel dégagé, le genre de journée qui vous rend reconnaissant d'être en vie. J'ai passé la matinée à la maison à rattraper de la paperasse pendant que Jessica se faisait coiffer et faire les ongles. Elle m'a dit que la fête commençait à 19h et que je devais porter mon meilleur costume, le gris anthracite que j'avais acheté pour le mariage de sa cousine il y a 2 ans. Vers 16h, Jessica est rentrée à la maison, éblouissante. Ses cheveux auburn étaient coiffés en vagues élégantes. Son maquillage était impeccable, et elle portait 3 sacs de boutique parisienne coûteuses. « Tu es magnifique », lui ai-je dit alors qu'elle passait devant moi vers la chambre. « Merci », a-t-elle dit sans me regarder. « Tu devrais commencer à te préparer. Nous devons partir à 18h15. » Je me suis douché, rasé et j'ai mis le costume qu'elle avait demandé. Quand je suis descendu à 18h, Jessica m'attendait près de la porte dans une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus que ma mensualité de voiture. Elle m'a regardé de haut en bas avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Prêt ?» a-t-elle demandé. « Prêt. » Le trajet jusqu'à l'hôtel a pris 20 minutes. Jessica est restée silencieuse tout le long, vérifiant constamment son téléphone, tapant des messages en rafale à quelqu'un. Quand j'ai demandé si tout allait bien, elle a juste hoché la tête et dit qu'elle se coordonnait avec le traiteur. Nous sommes arrivés sur le parking de l'hôtel à 18h40. Le parking était déjà rempli de voitures. J'ai reconnu l'utilitaire de mon frère Thomas, la Mercedes des parents de Jessica, des véhicules appartenant à nos voisins, mes collègues, des membres de la famille éloignée que je ne voyais qu'aux fêtes. « Waouh !» dis-je impressionné. « Tu as vraiment mis le paquet avec la liste des invités. » La mâchoire de Jessica était serrée alors qu'elle vérifiait son reflet dans le miroir du pare-soleil une dernière fois. « Tu n'as aucune idée. » Nous avons traversé le hall de l'hôtel et je pouvais entendre de la musique et des conversations venant de la salle de banquet. Quand nous avons atteint l'entrée, Jessica s'est arrêtée et s'est tournée pour me faire face. « Nathan, quoi qu'il arrive là-dedans, souviens-toi juste que c'est pour le mieux, pour nous deux. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle a poussé les doubles portes. La salle était encore plus bondée que je ne l'avais prévu. J'ai fait un compte rapide et estimé au moins 100 personnes. Chaque visage s'est tourné vers nous à notre entrée. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. La musique s'est coupée brusquement. Mon frère Thomas se tenait près du mur du fond à côté de notre mère. Son visage était sombre et il secouait lentement la tête. Mon collègue David, avec qui je travaillais depuis 8 ans, se tenait près du bar, l'air mal à l'aise. Les parents de Jessica étaient assis à une table en plein centre. Richard avec les bras croisés et Viviane avec un sourire satisfait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Jessica m'a conduit au milieu de la salle où une petite estrade avait été installée. Sur celle-ci se trouvait une table avec un micro, une grande enveloppe et un panneau recouvert de tissu. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Jessica a pris le micro,
et sa voix a résonné dans la salle soudainement silencieuse. Merci à tous d'être venus ce soir. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait, mais j'avais besoin de témoins pour ça. Mon estomac s'est noué. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu la froideur glaciale dans ses yeux. Quelque chose qui avait probablement été là depuis des mois, peut-être des années, que j'avais été trop aveugle pour voir. Nathan Lacroix, annonça-t-elle à la salle. Nous sommes mariés depuis 16 ans. 16 ans que j'attends que tu deviennes l'homme que je pensais que tu serais. 16 ans de déception et de médiocrité. 16 ans à regarder le mari de mon ami réussir pendant que tu restais coincé dans la gestion intermédiaire. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Jessica, on peut parler de ça à la maison. Pas ici. Elle a ri, un son dur qui a résonné sur les murs. C'est exactement ton problème, Nathan. Toujours vouloir fuir la réalité. Toujours vouloir garder les choses calmes et confortables. Eh bien, j'ai fini d'être calme. Elle a retiré le tissu du panneau derrière elle. C'était un collage de photographies, des photos de moi tout au long de notre mariage, mais chacune avait été défigurée. Des croix rouges dessinées sur mon visage. Le mot échec écrit sur des images de moi sur des chantiers, à des réunions de famille, à notre mariage. J'ai senti la pièce tourner. Une centaine de paires d'yeux étaient braqués sur moi, regardant mon humiliation se dérouler en temps réel. Jessica a continué, sa voix devenant plus forte. Vous connaissez tous Nathan, le chef de projet travailleur, le mari dévoué. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que depuis 5 ans, je nous soutiens. Ma famille nous soutient parce que la carrière de Nathan stagnait, que son salaire n'a pas suivi notre mode de vie. Ce n'était pas vrai. Je gagnais 160 000 € par an. Nous vivions confortablement, n'avions jamais de difficultés avec les factures, avions des économies à la banque, mais Jessica réécrivait l'histoire devant tous ceux qui comptaient. Elle a attrapé la grande enveloppe sur la table et en a sorti une pile de papiers. Ce sont des papiers de divorce. Je demande le divorce ce soir devant vous tous pour que tout le monde sache exactement quel genre de mari Nathan Lacroix est vraiment. Richard Brunet s'est levé de sa table en tenant une autre enveloppe. Avant que tu ne sortes d'ici, Nathan, nous devons régler les comptes. Je pouvais à peine traiter ce qui se passait. Régler quel compte? Richard s'est dirigé vers l'estrade et s'est tenu à côté de sa fille. Chaque centime que ma famille a investi pour te soutenir au fil des ans. Nous avons tout calculé. Aide au logement, paiement de voiture, prime d'assurance, cadeau qui n'était en réalité là que pour couvrir tes insuffisances. Ça se monte à 230 000 €. Le chiffre était absurde. Nous n'avions jamais demandé d'argent à la famille de Jessica. Bien sûr, ils nous avaient fait des cadeaux généreux à Noël et aux anniversaires, peut-être payé quelques vacances, mais 230 000 €? Tu as 2 options, a dit Richard, sa voix froide et professionnelle. Rembourse-nous intégralement ou je suis prêt à engager des poursuites judiciaires. Et laisse-moi être clair, Nathan. J'ai des avocats spécialisés dans la fraude et l'abus de confiance. C'est insensé, ai-je réussi à dire. Vous ne pouvez pas juste inventer des dettes. Ambre est apparue à côté de son père, tenant son téléphone. Chaque transaction est documentée, chaque cadeau enregistré, chaque dîner que nous avons payé, chaque prêt que nous avons accordé, tout cela suivi sur 16 ans. Et tu as signé des papiers reconnaissant une partie de cela comme des prêts, pas des cadeaux. Je ne me souvenais pas avoir signé de tels papiers, mais mon esprit était trop embrumé par le choc pour traiter les détails. Ensuite, Ambre s'est dirigée vers l'endroit où j'avais posé mes clés de voiture sur une table d'appoint à notre arrivée. Elle les a ramassées et les a fait teinter devant la foule. Oh, et ça? La carte grise a été transférée à mon nom hier. Cette BMW que tu conduisais. Jessica l'a déjà cédée dans le cadre du règlement de divorce que tu vas accepter. J'avais l'impression de regarder cela arriver à quelqu'un d'autre. Ça ne pouvait pas être réel. Jessica ne ferait pas ça. Sa famille n'orchestrerait pas quelque chose d'aussi cruel. Mais j'avais tort. Le coup de grâce est venu quand mon patron, Gérard Emery, s'est dirigé vers l'estrade. Je m'étais demandé pourquoi il était à ma fête d'anniversaire. Nous avions une relation professionnelle mais n'étions pas exactement amis. Maintenant, je comprenais. Nathan, a dit Gérard, sa voix lourde de ce qui aurait pu être un véritable regret ou peut-être une sympathie feinte.
Je suis désolé de faire ça ici, mais Jessica a contacté notre service RH la semaine dernière. Elle a fourni des documents sur un comportement inquiétant. Quel comportement, ai-je demandé, ma voix se brisant. Gérard m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, prétendument de mon compte professionnel, contenant des messages inappropriés à une collègue nommée Jennifer. Des messages que je n'avais jamais écrits, des avances que je n'avais jamais faites. Ce n'est pas réel, ai-je dit, mes mains tremblant alors que je feuilletais page après page de preuves fabriquées. Je n'ai jamais envoyé quelque chose comme ça. Jennifer et moi interagissons à peine. L'entreprise doit prendre au sérieux les allégations de harcèlement au travail, a continué Gérard. Avec effet immédiat, tu es licencié pour faute grave. Les RH te contacteront lundi pour le solde de tout compte et les documents de fin de contrat. La pièce tournait maintenant. Tout ce que j'avais construit m'était arraché devant une centaine de témoins. Mon mariage, ma maison, ma voiture, ma réputation, ma carrière. Tout disparut en moins de 20 minutes. Jessica s'est approchée de moi et m'a tendu un stylo. Signe les papiers du divorce, Nathan. Rends-toi la vie facile. J'ai regardé autour de la salle tous ces visages. Certains semblaient mal à l'aise, souhaitant probablement ne pas être témoins de cela. D'autres semblaient satisfaits, comme si c'était exactement le divertissement qu'ils espéraient. Mon frère a commencé à avancer vers l'estrade, mais ma mère lui a attrapé le bras et l'a retenu. Nathan, a répété Jessica, les papiers. J'ai pris le stylo avec une main qui ne semblait pas être la mienne. J'ai regardé les papiers, vu des termes qui donnaient tout à Jessica. La maison, la plupart de nos économies, la pleine propriété de tous les actifs partagés. On me laissait avec rien d'autre que mes effets personnels et toutes les dettes qu'elle décidait de me mettre sur le dos. Quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que cela s'est enfin réveillé. J'ai posé le stylo sans rien signer. Non, ai-je dit doucement. L'expression confiante de Jessica a vacillé juste une seconde. Quoi? J'ai dit non, je ne signe pas ces papiers. Pas ici. Pas comme ça. Et pas sans que mon propre avocat examine chaque ligne. Richard s'est avancé, le visage rouge de colère. Tu n'es pas en position de négocier, Nathan. Je l'ai regardé directement. Toi non plus, Richard, parce que rien de tout cela n'est légal. Tu ne peux pas fabriquer des dettes. Tu ne peux pas réclamer des cadeaux comme des prêts sans documentation appropriée. Et tu ne peux certainement pas me tenir en otage avec des menaces de poursuite qui ne tiendraient jamais devant un tribunal. Je me suis tourné vers Gérard. Et toi, licencier quelqu'un sur la base d'allégations non vérifiées sans une enquête contradictoire? C'est un licenciement abusif. Je saisirai les prud'hommes lundi matin. Jennifer, la femme que j'avais prétendument harcelée, a soudainement pris la parole depuis le fond de la salle. Je n'ai jamais déposé de plainte. On m'a demandé de signer une déclaration la semaine dernière, mais j'ai refusé parce qu'il ne s'est jamais rien passé. J'ai essayé de dire au RH que c'était un coup monté, mais personne ne voulait écouter. La satisfaction sur le visage de Jessica s'effondrait. Nathan, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Je ne rends pas ça difficile, Jessica. Tu as fait ça toute seule. Je suis descendu de l'estrade et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos éclater, des voix se disputer, des gens exigeant des explications, mais je ne me suis pas retourné. Mon frère Thomas m'a rattrapé sur le parking. Nathan, attends. Laisse-moi te conduire quelque part. J'ai besoin d'être seul en ce moment, lui ai-je dit. Maman veut que tu viennes rester avec nous, juste le temps que tu comprennes ce qui se passe. J'ai secoué la tête. Je vais me débrouiller tout seul. Thomas avait l'air de vouloir argumenter, mais il a juste hoché la tête et m'a tendu ses clés de voiture. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à l'autre bout de Paris, je me suis enregistré en utilisant l'argent liquide que j'avais dans mon portefeuille, et je me suis assis sur le lit dans une chambre générique qui sentait le nettoyant industriel et la vie d'autres personnes. Mon téléphone a commencé à sonner vers minuit. Jessica d'abord, puis Ambre, puis Richard, puis des numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'ai éteint et j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Lundi matin, j'ai rallumé mon téléphone. 73 appels manqués, 42 messages vocaux, plus de 100 SMS. Le premier message vocal était de Jessica. Sa voix était paniquée.
Nathan, où es-tu? Nous devons parler. Ça a dérapé. S'il te plaît, rappelle-moi. Le deuxième était de Richard. Sa confiance précédente remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Nathan, c'est Richard. Asseyons-nous et discutons de cela raisonnablement. Personne n'a besoin d'impliquer des avocats. Le troisième était d'Ambre. Nathan, sérieusement, réponds juste à ton téléphone. Ma sœur est en train de perdre la tête. Tu es puéril. J'ai tout supprimé sans écouter le reste. Dès mardi, les appels ont augmenté pour arriver toutes les 30 minutes. Mercredi, ils venaient constamment de numéros différents. Jessica avait apparemment enrôlé tout son réseau familial et amical pour me retrouver. Jeudi après-midi, mon frère a appelé. Nathan, maman reçoit des appels à la maison. Jessica prétend que tu l'as abandonnée, que tu caches des actifs. Elle appelle tous ceux qui pourraient savoir où tu es. Laisse-la appeler, ai-je dit. Je ne me cache pas. Je ne participe juste pas à son cirque. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, Thomas. Me défendre? Ce soir-là, j'ai rencontré une avocate nommée Maître Patricia Chen, spécialisée dans les affaires de divorce impliquant une fraude financière. Je lui ai tout montré. Les réclamations de dettes fabriquées, les emails falsifiés, le transfert de cartes grises inappropriées de mon véhicule, la documentation du licenciement abusif. Maître Chen a souri. Monsieur Lacroix, votre femme a commis une erreur critique. Elle pensait que l'humiliation publique vous briserait et vous soumettrait. Au lieu de cela, elle a créé une salle pleine de témoins de fraude, de diffamation et de complot. Peut-on arranger ça? Arranger ça, a dit Maître Chen. Nous allons détruire son dossier si minutieusement qu'elle aura de la chance de s'en sortir avec quoi que ce soit. Au cours des 3 jours suivants, Maître Chen a déposé des référés auprès du tribunal, des ordonnances de protection contre le transfert de propriété, des injonctions contre l'accès de Jessica à nos comptes conjoints. Des plaintes formelles auprès du département RH et de l'équipe juridique de mon employeur concernant un licenciement abusif basé sur des preuves frauduleuses. Elle a également fait citer Jennifer à témoigner, demander la saisie des images de vidéosurveillance de l'hôtel, et réclamer les dossiers financiers des concessionnaires de Richard. Montrant que les prétendus 230 000 € de prêts étaient en fait des dons manuels déclarés comme tels à l'administration fiscale. Le lundi, exactement une semaine après ma fête d'anniversaire, mon téléphone sonnait 50 fois par jour, mais maintenant les messages vocaux avaient complètement changé de ton. Nathan, c'est Richard. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être avons-nous agi précipitamment. Peut-on en discuter comme des adultes? Nathan, c'est Ambre. Écoute, le truc de la voiture, c'était juste Jessica qui était émotive. On peut trouver un arrangement. Rappelle-nous juste. Nathan, s'il te plaît. C'est Jessica. Je t'aime. Je ne sais pas ce qui m'a pris à la fête. S'il te plaît, reviens à la maison pour qu'on puisse arranger ça. Je n'ai pas retourné un seul appel. Maître Chen a programmé une médiation formelle pour 2 semaines plus tard. En attendant, elle avait gelé tous les actifs contestés, obtenu l'annulation de mon licenciement en attendant une enquête complète, et déposé plainte contre Jessica pour escroquerie au jugement, diffamation et harcèlement moral. La semaine précédant la médiation, j'ai finalement accepté de rencontrer Jessica en personne au cabinet de Maître Chen. Elle est arrivée ne ressemblant en rien à la femme confiante qui avait orchestré mon humiliation publique. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux étaient attachés en désordre, et elle portait un pantalon de survêtement et un sweat à capuche. Nathan, a-t-elle commencé dès qu'elle m'a vu? Je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. Mon père m'a convaincu que c'était la bonne approche, mais je vois maintenant à quel point c'était faux. Ton père t'a convaincu, ai-je demandé calmement. Jessica, tu t'es tenue sur une estrade et as dit à une centaine de personnes que j'étais un raté. Tu as fabriqué des preuves pour me faire virer. Tu as essayé de voler nos biens. Ce n'était pas ton père. C'était toi. J'étais en colère. Je me sentais négligé. Je pensais que si je te choquais, peut-être que tu verrais enfin ce que tu perdais. Maître Chen a interrompu. Madame Lacroix, peut-être devrions-nous nous concentrer sur les questions juridiques en cours plutôt que sur les problèmes relationnels. Jessica s'est tournée vers elle. Ne peut-on pas juste laisser tomber tout ça et recommencer?
Je ne veux plus du divorce. Je veux récupérer mon mari. Malheureusement, ai-je dit, je veux le divorce maintenant. En fait, je suis reconnaissant pour cette fête. Elle m'a montré exactement qui j'ai épousé. La médiation a été brutale. Maître Chen a présenté des preuves de chaque réclamation frauduleuse, chaque fausse déclaration, chaque tentative de me manipuler ou de m'intimider. Richard et Viviane sont restés de marbre alors que leur récit soigneusement construit s'effondrait. Ambre a quitté la pièce 2 fois, incapable de supporter la confrontation. Au final, le règlement n'avait rien à voir avec ce que Jessica avait exigé à l'origine. J'ai gardé la maison, la moitié de nos économies, ma voiture, qui était légalement la mienne indépendamment de tout papier qu'Ambre avait falsifié, et les pleins droits d'engager des poursuites judiciaires contre quiconque avait participé à la fraude. Jessica est partie avec ses effets personnels et assez d'argent pour recommencer quelque part ailleurs. Richard et Viviane ont été tenus de signer une attestation sur l'honneur reconnaissant que tout l'argent qui nous avait été donné au fil des ans était des dons, pas des prêts, et que toute tentative de prétendre le contraire entraînerait un signalement pour fraude fiscale. Gérard Emery, mon ancien patron, m'a réintégré avec un rappel complet de salaire et des excuses formelles. L'entreprise a discrètement licencié la directrice des RH qui avait traité mon licenciement sans enquête appropriée. Jennifer a reçu un dédommagement pour avoir été entraînée dans une fausse plainte de harcèlement. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon salon, la même pièce où Jessica et moi avions passé 16 ans à construire une vie ensemble, et j'ai réalisé que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le poids du jugement de sa famille, sa critique constante, son besoin de jouer un rôle pour des gens qui ne s'étaient jamais vraiment souciés de moi. Tout cela avait disparu. Thomas est passé avec de la pizza et de la bière. Comment tu tiens le coup, petit frère? Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis une décennie, peut-être plus longtemps. Il a entrechoqué sa bouteille de bière contre la mienne. Aux fêtes d'anniversaire qui te montrent la vérité. À la vérité, ai-je approuvé. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Jessica, son 10e cette semaine. Nathan, je vais en thérapie. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. Y a-t-il une chance que nous puissions réessayer? Je l'ai supprimé sans répondre. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Et parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à un homme est de voir tout son monde s'écrouler pour pouvoir construire quelque chose de mieux à partir des morceaux. Jessica a essayé de m'humilier devant une centaine de personnes, pensant que cela me briserait et me soumettrait. Au lieu de cela, elle m'a libéré d'un mariage dont je ne réalisais pas qu'il étouffait lentement qui j'étais. Son père a essayé de m'intimider avec des dettes fabriquées, pensant que j'aurais trop peur pour riposter. Au lieu de cela, il m'a appris exactement à quel point je devais être impitoyable pour me protéger. 1 an après cette fête d'anniversaire, j'ai accepté une promotion chez Groupe Emery qui a presque doublé mon salaire. J'ai acheté une nouvelle maison à l'autre bout de la ville, j'ai commencé à fréquenter une femme nommée Claire, qui travaillait comme infirmière et ne se souciait pas du statut, de l'image ou du type de voiture que je conduisais. J'ai renoué avec des amis avec qui j'avais perdu contact pendant mon mariage parce que Jessica ne les avait jamais aimés. J'ai croisé Ambre dans un restaurant du centre. Elle était avec des amis, et quand nos regards se sont croisés, elle a rapidement détourné les yeux. Je me suis quand même dirigé vers leur table. Ambre, ai-je dit, gardant ma voix amicale. Comment vas-tu? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Je vais bien, Nathan. Écoute, à propos de tout ce qui s'est passé. Tu as aidé ta sœur à essayer de me détruire, les jeux interrompus. Tu as falsifié des documents, participé à une fraude, et pensé que c'était juste très amusant. Je n'ai pas oublié ça. Ses amis nous fixaient maintenant. Nathan, s'il te plaît. Mais je veux que tu saches que je t'ai pardonné, ai-je continué. Pas parce que tu le mérites, mais parce que garder de la colère envers des gens comme toi ne vaut pas l'énergie. Toi et ta famille pensiez pouvoir me briser. Vous aviez tort, et c'est tout ce que j'avais besoin d'apprendre sur vous. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, et c'était mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. La vérité est que Jessica et sa famille m'ont rendu service ce soir-là. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient avoir tout le pouvoir. Ils m'ont appris que certaines personnes voient les relations comme des transactions, les mariages comme des outils d'ascension sociale, et la loyauté comme quelque chose que l'on maintient seulement tant que cela nous profite. Ils m'ont aussi appris que je suis plus fort que je ne l'ai jamais su.
Que je n'ai pas besoin d'accepter la définition du succès ou de l'échec de quelqu'un d'autre. Que parfois, partir sans rien vaut mieux que rester avec tout. Mon 43e anniversaire est arrivé cette année. Je l'ai célébré tranquillement avec Thomas, Claire et quelques amis proches dans un restaurant de grillade. Pas de salle de banquet, pas d'annonce surprise, juste de la bonne nourriture et une meilleure compagnie. Claire s'est penchée vers moi pendant le dessert et m'a serré la main. Joyeux anniversaire, Nathan. Ça a été une bonne année pour toi. J'ai pensé à où j'étais il y a 12 mois, debout sur cette estrade, regardant ma vie imploser devant une centaine de témoins, m'entendant dire que j'étais un raté, une déception, un fardeau. Ça a été la meilleure année de ma vie, lui ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Parce que parfois, la pire chose qui puisse vous arriver est exactement ce qui devait arriver. Parfois, être trahi est la seule façon de voir à quel point vous vous trahissiez vous-même en restant. Parfois, perdre tout est la façon dont vous découvrez ce qui compte vraiment. Jessica appelle moins fréquemment maintenant, peut-être une fois par mois. Les messages ont évolué, passant des excuses à la nostalgie, pour finalement arriver récemment à des accusations colériques selon lesquelles je suis têtu et refuse de reconnaître les bons côtés de notre relation. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Il n'y a plus rien à dire. Richard et Viviane ont déménagé dans le Luberon pour être plus proches d'Ambre, qui avait apparemment besoin de soutien émotionnel après tout ce qui s'est passé. J'ai entendu par Thomas que Jessica avait emménagé avec eux pendant un certain temps, mais l'arrangement n'a pas duré. Quelque chose à propos de ses parents réalisant que leur fille n'était pas tout à fait la victime qu'ils avaient imaginée. Gérard Emery est devenu non seulement mon patron, mais un véritable ami. Il m'a dit des mois plus tard qu'il avait eu des doutes sur les allégations de harcèlement dès le début, mais qu'il avait subi des pressions de la directrice des RH, qui, il s'est avéré, était amie avec Viviane Brunet depuis des années. Toute l'affaire avait été orchestrée avec plus d'acteurs que je ne l'avais réalisé. Ce qui compte, c'est que j'ai survécu. Plus que survécu. J'ai prospéré après ça. Et j'ai appris que les gens qui se soucient vraiment de vous n'ont pas besoin d'être témoins de votre humiliation pour croire en vous. Ils croient en vous, surtout quand d'autres essaient de vous démolir. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti piégé dans une relation où l'on vous dit constamment que vous n'êtes pas assez bien, où votre valeur est mesurée par les normes impossibles de quelqu'un d'autre, où l'amour semble conditionnel au respect d'attentes auxquelles vous n'avez jamais consenti. Laissez-moi vous dire quelque chose. Partez. Tout ce que vous pensez perdre en partant n'est rien comparé à ce que vous gagnerez en vous retrouvant. Jessica pensait que cette fête d'anniversaire serait ma fin. Au lieu de cela, ce fut mon commencement. Le début de la vie que j'aurais dû vivre depuis toujours.